Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du chapitre 4 de La magie du rangement de Marie Kondo. Le meilleur moyen de ranger des sacs, c'est de les mettre dans un autre sac. Les sacs à main, fourre-tout et autres sacs non utilisés sont vides. Et dans mon activité, je me suis rendu compte que c'était de la place gâchée, d'autant qu'ils se trouvent souvent dans les principaux espaces de rangement. Non seulement ils prennent plus de place car il n'est pas possible de les plier, mais ils sont également souvent bourrés de papier de soie pour leur éviter de se déformer. Dans les logements japonais où les espaces de rangement sont extrêmement limités, cela passe pour une utilisation impardonnable de l'espace disponible. Et le fait qu'à la longue, le papier de soie contenu dans les sacs commence la plupart du temps à se déchirer, porte l'insulte à son comble. Déterminé à trouver une solution, j'ai entamé mes expériences. J'ai d'abord décidé de me passer de papier de soie. Après tout, se débarrasser des choses n'apportant aucune joie est la caractéristique majeure de mon approche. J'ai essayé de bourrer un sac avec des objets hors saison. L'été, je me servais d'écharpes et de gants, et l'hiver de maillots de bain. Non seulement les sacs conservaient leur forme, mais le volume du rangement doublait. J'étais ravie de cette solution qui semblait faire d'une pierre deux coups. Mais au bout d'un an, j'avais abandonné cette idée qui n'était en fait géniale qu'en apparence. Dans la pratique, devoir enlever tous les objets chaque fois que je souhaitais utiliser un sac à main était particulièrement pénible. Et une fois ôtés, ces objets restaient enfouis dans le placard. Bien entendu, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à chercher un matériau pour rembourrer les sacs qui ne risquaient pas de se déchirer. J'ai eu ensuite l'idée de mettre de petits objets dans un sac en tissu fin que je plaçais dans le sac à main. C'était facile à retirer et le sac en tissu était plutôt joli dans le placard. J'étais enchantée d'avoir trouvé une autre solution révolutionnaire. Mais cette méthode avait elle aussi un inconvénient caché. Je ne voyais pas les objets hors saison contenus à l'intérieur et le moment venu de les utiliser, j'avais complètement oublié de vider 2 des petits sacs de rembourrage. Ce n'est qu'un an plus tard que j'ai fini par les repérer et les objets qu'ils contenaient paraissaient bien délaissés et malheureux. Ça m'a fait réfléchir. Malgré mon principe consistant à garder toujours en vue les vêtements et autres objets hors saison, j'avais bêtement cru que je penserais à sortir ce que je ne pouvais voir. J'ai vidé les sacs en tissu, libérant ainsi leur contenu. Les sacs à main paraissaient désormais bien défraîchis. Il me fallait quelque chose pour les aider à garder leur forme, mais je ne tenais pas à les remplir de vêtements hors saison que j'avais toutes les chances d'oublier. Ne sachant pas quoi faire, j'ai décidé de placer, en attendant, un sac dans un autre. Et cela s'est avéré la solution idéale. En rangeant les sacs dans d'autres sacs, j'ai divisé par 2 l'espace de rangement nécessaire et je n'ai pas perdu la trace de leur contenu puisque j'ai laissé les sangles pendre à l'extérieur. La clé est de les grouper par type. Les sacs à main faits d'un matériau similaire, par exemple du cuir rigide ou du tissu épais, ou les sacs à main pour des occasions particulières, comme un mariage ou des obsèques. En les classant par matériaux et ou utilisation, vous n'avez besoin de sortir qu'un lot lorsque vous avez besoin d'un sac à main. C'est bien plus facile. Veuillez cependant à ne pas stocker trop de sacs à main dans un seul. La limite que je me suis fixée est de 2, de façon à ne pas oublier le sac hébergeant ses congénères. En ce qui concerne les sacs fourre-tout, qui deviennent étonnamment petits lorsqu'on les plie, je vous conseille de les réunir tous dans un seul. Pour résumer, le meilleur moyen d'entreposer des pochettes, sacs à main et autres sacs est de les grouper par matériaux, taille et fréquence d'utilisation.
puis de les ranger les uns dans les autres, comme des poupées gigognes. Les sangles et autres bandoulières doivent rester apparentes. Si le sac à main qui vient d'être utilisé comme élément de rangement était dans un sac, vous pouvez placer le lot correspondant dedans. Alignez ces lots de sacs dans votre placard ou penderie de façon à ce qu'ils soient visibles. Ranger les sacs les uns dans les autres en trouvant les bonnes combinaisons est très amusant, un peu comme reconstituer un puzzle. Lorsque vous trouvez la bonne paire, à savoir quand l'un va bien dans l'autre, c'est comme assister à la rencontre de deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Videz votre sac tous les jours. Les choses dont vous avez besoin chaque jour sont nombreuses. Portefeuille, carte de bus ou de train, agenda. Nombre de personnes ne voient pas l'intérêt de sortir ces choses de leur sac une fois de retour à la maison, puisqu'elles les reprendront le lendemain. Erreur! Un sac à main ou autre sert à transporter les choses dont vous avez besoin, comme des documents, votre téléphone mobile et votre portefeuille. Il les héberge sans se plaindre, mais quand il est plein à craquer. Lorsque vous le posez par terre et qu'il s'égratigne l'arrière-train, il n'émet aucune protestation et se contente de vous aider en faisant de son mieux. Quel bosseur acharné! Il serait cruel de ne pas lui accorder un moment de repos, au moins quand il est de retour chez lui. Être rempli en permanence, même quand il ne sert pas, doit s'apparenter à aller se coucher l'estomac plein. Si vous traitez vos sacs à main de la sorte, ils vont très vite avoir l'air fatigués et usés. Si vous ne prenez pas l'habitude de vider le contenu de votre sac à main, vous risquez de laisser quelque chose à l'intérieur quand vous déciderez d'en changer. Très vite, vous aurez oublié le contenu de chaque sac. Incapable de trouver un stylo ou un tube de crème pour les lèvres, vous filerez en acheter un. Ce que je trouve le plus couramment dans les sacs à main de mes clientes quand nous rangeons leur chambre, ce sont des mouchoirs, des pièces, des tickets froissés et des chewing-gums usagés enveloppés dans leur papier. Le danger est que des objets importants comme des accessoires, des blocs-notes et des documents y soient mêlés. Par conséquent, videz votre sac tous les jours. Ce n'est pas aussi pénible que cela en a l'air. Il suffit de réserver une place pour son contenu. Trouvez une boîte et placez-y verticalement votre carte de train, votre badge et d'autres objets importants. Puis rangez cette boîte dans un tiroir ou placard. N'importe quelle boîte fera l'affaire, mais si vous ne trouvez pas la bonne taille, une boîte à chaussures conviendra. Vous pouvez aussi mettre tout ça dans le coin d'un tiroir sans utiliser de boîte. L'apparence est importante. Par conséquent, si vous décidez d'employer une boîte, n'hésitez pas à en choisir une qui vous plaît vraiment. L'un des meilleurs endroits où conserver cette boîte est sur le dessus de vos tiroirs de rangement et de préférence à proximité de votre sac à main. Si vous n'avez pas la possibilité de vider votre sac, pas de souci. Je rentre parfois très tard chez moi et je ne me donne pas la peine de le faire parce que j'ai prévu de réutiliser ce sac le lendemain matin de bonne heure. Vous ne le direz à personne, mais pendant que j'écrivais ce livre, il m'est arrivé de rentrer chez moi et de m'endormir par terre avant même de m'être changé. L'important est de créer un environnement dans lequel votre sac à main peut se reposer en réservant un endroit où placer tous les objets qu'il transporte généralement. Les objets laissés à même le sol méritent d'aller dans le placard. Si vous avez des placards ou penderies intégrés chez vous, la plupart de vos affaires peuvent tenir dedans. Les placards japonais sont idéaux comme espace de rangement. Ils sont larges et profonds, sont divisés en deux horizontalement par une étagère très robuste et encastrée dans le mur. Mais de nombreux Japonais ne savent pas tirer parti de cet espace. Pour ceux d'entre vous disposant de ce genre de placard, le mieux est d'y être fidèle. Vous aurez beau vous atteler à concevoir un système ingénieux pour résoudre tous vos problèmes de rangement, le résultat sera presque toujours moins facile d'utilisation que ce dont vous disposiez au départ.
Voici la méthode élémentaire pour utiliser avec efficacité un placard. Il faut tout d'abord ranger dans l'endroit le plus difficile d'accès les objets hors saison, à savoir les décorations de Noël, les tenues de ski, de randonnée ou les vêtements et le matériel d'autres sports de saison. C'est également le meilleur endroit pour les souvenirs imposants qui ne tiennent pas dans une bibliothèque, comme des albums photos de mariage par exemple. Mais ne les mettez pas dans des cartons, rangez-les plutôt à l'avant du placard, comme vous classeriez des livres dans une bibliothèque, sous peine de ne jamais plus porter le regard dessus. Les vêtements de tous les jours doivent trouver leur place dans le placard. Si vous les mettez dans des casiers en plastique transparent, je vous conseille vivement d'opter pour le type tiroir et non boîte. Quand ces vêtements sont rangés dans une boîte, il est ensuite pénible de les en sortir, et la plupart du temps, les gens ne s'embêtent jamais à les remettre une fois la bonne saison revenue. Et il faut bien entendu plier et ranger ces vêtements sur champ dans le tiroir. La literie trouve sa place idéale sur l'étagère supérieure du placard, là où elle est la moins exposée à l'humidité et à la poussière. L'espace du bas peut servir à entreposer des appareils électriques hors saison, comme un ventilateur et un chauffage d'appoint. Le meilleur moyen d'utiliser un placard japonais est de le considérer comme une petite pièce et de mettre à l'intérieur des tiroirs ou d'autres éléments de rangement. Chez une de mes clientes, tous ses vêtements étaient pêle-mêle dans le placard. Lorsque nous avons ouvert la porte, cela ressemblait à un dépotoir et les vêtements étaient tout enchevêtrés. Il est bien plus efficace de mettre tous vos éléments de rangement dans votre placard. Personnellement, j'y intègre généralement des rayonnages en acier, des étagères à livres et en contreplaqué. J'y range également les objets encombrants qui prennent de la place au sol, par exemple des valises, clubs de golf, appareils électriques ou instruments de musique. Je suis persuadée que nombre de mes clients ne pensaient pas pouvoir faire tenir toutes leurs affaires dans leur placard, mais cela s'est avéré assez simple après avoir trié et jeté selon la méthode KonMari. Laissez la baignoire et l'évier de la cuisine dégagés. Combien de flacons de shampoing et après-shampoing ont colonisé le rebord de votre baignoire? Chaque membre de la famille peut avoir son produit. Il est possible que vous en utilisiez plusieurs types selon votre humeur ou pour des soins à effectuer une fois par semaine. Mais tous ces flacons et tubes sont une corvée à déplacer lorsque vous nettoyez la baignoire. Placés à même le sol dans la douche ou sur le bord de la baignoire, ils deviennent visqueux. Pour éviter ce phénomène, certains les mettent dans un panier grillagé, mais je peux vous dire par expérience que c'est pire. Un jour, j'ai acheté un panier suffisamment grand pour y faire tenir tous les savons, shampoings et même masques de toute la famille. Ma joie d'avoir trouvé un contenant pratique fut de courte durée. Je devais d'abord le sécher chaque fois que je prenais un bain et passer un chiffon sur chaque segment de la partie grillagée est vite devenu une vraie corvée. Je ne le faisais qu'une fois tous les 3 jours, puis je suis passée à une fois tous les 5 jours, puis encore moins souvent, jusqu'à ce que je laisse carrément tomber l'affaire. Un jour, j'ai remarqué que le flacon de shampoing était rouge et visqueux à la base. En regardant de plus près le fond du panier, j'ai constaté qu'il était tellement recouvert d'un dépôt que je ne pouvais plus porter mon regard dessus. Je l'ai frotté au bord des larmes, puis j'ai jeté le panier peu de temps après. C'était trop pénible, et chaque fois que j'entrais dans la baignoire et que je voyais le panier, ce dépôt visqueux dégoûtant me revenait en mémoire. La salle de bain étant la pièce la plus humide de la maison, j'aurais dû me douter que cela en faisait l'endroit le plus inapproprié pour entreposer quoi que ce soit. Nul besoin de laisser les savons et shampoings sortis quand nous ne les utilisons pas. En outre, le fait de les exposer inutilement à la chaleur et à l'humidité risque d'altérer leur qualité. J'ai donc adopté pour principe de ne rien laisser sur le rebord de la baignoire ou dans la douche. Dès que vous utilisez un produit dans la baignoire, vous devez de toute façon le sécher par la suite, alors autant le ranger dans un placard.
Si cela vous semble de prime abord représenter plus de travail, c'est en fait le contraire. Il est bien plus rapide et facile de nettoyer la baignoire ou la douche sans qu'elle soit encombrée par ces objets, et il se formera moins de dépôts visqueux. Il en va de même pour l'évier de la cuisine. Vos éponges et votre liquide vaisselle restent-ils à côté de l'évier? Personnellement, je les range dessous. Le secret est de s'assurer que l'éponge est tout à fait sèche. De nombreuses personnes emploient un porte-éponge grillagé avec une ventouse qui s'accroche à l'évier. Si c'est votre cas, je vous conseille de l'enlever immédiatement. Il ne sèche jamais car il est en permanence aspergé d'eau et très vite il se met à sentir mauvais. Pour éviter ce désagrément, essorez bien votre éponge après utilisation et suspendez-la avec une pince à linge à votre porte-serviette ou à la poignée d'un tiroir par exemple, pour la faire sécher. Je conseille de suspendre vos éponges dehors à une corde à linge. Je fais sécher mes éponges, mais également mes planches à découper, passoires et plats sur ma véranda. Les rayons du soleil sont un excellent désinfectant et ma cuisine est toujours très bien rangée parce que je n'ai pas besoin d'égouttoir. D'ailleurs, je n'en ai pas. Je mets tous les plats que je nettoie dans un grand saladier que je place ensuite sur la véranda. Je les lave le matin, puis je les laisse sécher dehors. En fonction de la météo et de l'endroit où vous vivez, cette approche peut vous convenir. Où entreposez-vous l'huile, le sel, le poivre et les autres condiments? Nombre de personnes les rangent juste à côté de la cuisinière parce qu'ils veulent les avoir à portée de main. Si c'est votre cas, j'espère que vous allez voler à leur secours sans tarder. Pourquoi? Parce qu'un plan de travail est destiné à préparer les repas et n'est pas fait pour stocker des choses. L'espace de travail situé juste à côté des feux est exposé à des projections d'huile, de beurre et d'aliments et les condiments conservés à cet endroit sont généralement collants de graisse. Les rangées de flacons stockés dans cette zone rendent son nettoyage difficile et un film d'huile recouvre souvent le plan de travail. Les étagères et placards de cuisine sont généralement faits pour héberger les condiments et épices. Rangez-les donc là. Très souvent, un tiroir long et étroit ou un placard se trouve juste à côté du four. Servez-vous-en. Décorez votre placard à l'aide de vos objets préférés. S'il vous plaît, n'ouvrez pas ça, est une phrase que j'entends souvent. Mes clients ont généralement un tiroir, une boîte ou un placard qu'ils ne veulent pas me montrer. Nous avons tous des choses que nous souhaitons cacher aux autres, mais qui sont importants à nos yeux. Parmi les objets courants figurent des posters de chanteurs et autres souvenirs de fans, ainsi que des livres sur ces passe-temps. Les posters sont souvent roulés au fond du placard et les CD rangés dans une boîte. Mais c'est dommage. Votre chambre devrait être la pièce dans laquelle vous cultivez les centres d'intérêt qui vous sont chers. Par conséquent, si vous aimez quelque chose, ne le cachez pas honteusement. Mais si vous ne souhaitez pas que vos amis ou d'autres personnes soient au courant, j'ai une solution. Transformez votre espace de rangement en espace privé source de plaisir personnel. Décorez la paroi du fond de votre penderie, derrière vos vêtements ou l'intérieur de la porte avec vos trésors. Tout peut servir à décorer votre penderie, des éléments privés ou non, posters, photos, ornements, ce que vous aimez. La façon de décorer votre espace de rangement n'a pas de limite. Personne ne va émettre de critiques parce que personne ne le verra. Votre espace de rangement est votre paradis personnel. Alors, personnalisez-le à souhait. Déballez immédiatement les vêtements que vous venez d'acheter et enlevez sans tarder les étiquettes. L'une des nombreuses choses qui me stupéfie lorsque j'aide mes clients à ranger leur intérieur est la quantité d'objets qui se trouvent encore dans leur emballage. Concernant les aliments et les produits sanitaires, je peux le comprendre. Mais pourquoi les gens fourrent-ils par exemple des chaussettes et sous-vêtements dans leur tiroir sans ôter l'emballage? Ils gaspillent de la place et risquent tout simplement de les oublier. Mon père aimait collectionner les chaussettes. Chaque fois qu'il allait au supermarché, il en achetait des grises ou noires qui allaient avec ses costumes et les rangeait dans son tiroir sans retirer l'emballage. Il aimait également les pulls gris,
et je les retrouvais souvent au fond du placard, encore emballés dans leur plastique. J'étais toujours peinée pour ces vêtements. Je pensais que seul mon père avait pris cette habitude, et quand j'ai commencé mon activité, je me suis rendu compte que beaucoup étaient comme lui. Ce problème concerne généralement une chose portée régulièrement, comme les chaussettes, sous-vêtements et collants. Le point commun entre ces clients est qu'ils ont bien plus de stock que nécessaire. J'ai été ébahie de découvrir qu'ils achètent des articles supplémentaires alors qu'ils n'ont pas encore déballé ceux achetés précédemment. Ils n'ont peut-être pas le sentiment de les posséder vraiment parce qu'ils sont encore dans leur emballage. Je suis par exemple tombée chez une cliente sur 82 paires de collants, record battu. Ils étaient encore dans leur emballage et remplissaient une boîte de rangement en plastique. Quand vous achetez un article, il est certes plus simple de le fourrer dans votre tiroir, encore emballé, et vous éprouvez peut-être un certain plaisir à arracher l'emballage lorsque vous le sortez pour le porter la première fois. Mais la seule différence entre les produits emballés dans votre tiroir et ceux dans la boutique est l'endroit où ils sont conservés. Les gens partent souvent du principe qu'il est plus économique d'acheter des articles en gros lors des soldes. Mais je suis persuadée du contraire. Si l'on envisage le coût de stockage des choses, il est bien plus avantageux de les laisser dans la boutique que de les avoir chez soi. En outre, si vous les achetez et les utilisez au fur et à mesure, ils seront plus neufs et en meilleur état. Voilà pourquoi je vous incite fortement à ne pas accumuler les choses. Achetez plutôt ce dont vous avez besoin en veillant à ôter immédiatement l'emballage, puis rangez les articles. Si vous avez déjà une réserve imposante, faites au moins l'effort de les déballer. En les laissant dans leur emballage, vous leur faites du mal. Les collants sont des articles les plus couramment laissés dans leur emballage. Lorsque vous les déballez, ôtez le séparateur en carton. Vous n'en aurez pas besoin par la suite. Les collants prennent 25% de place en moins une fois déballés et pliés. Ils sont en outre beaucoup plus accessibles ainsi, et vous risquez moins de les oublier. J'estime que ce n'est qu'une fois déballé qu'un article vous appartient vraiment. Dans la même veine que l'emballage, vous avez les étiquettes. Chez mes clientes, je trouve souvent des jupes ou gilets encore affublés d'étiquettes, comprenant le prix et le nom de la marque. La plupart du temps, la cliente a oublié leur existence et semble surprise de découvrir ces vêtements, même s'ils sont parfaitement visibles sur le portant de sa penderie. Je me suis demandé pendant longtemps ce qui rendait ces vêtements invisibles. Bien décidée à trouver une explication, je suis allée observer les rayons vêtements de divers grands magasins. Après avoir poursuivi mes recherches pendant quelque temps, je me suis rendu compte qu'il existe une différence notoire entre les vêtements rangés dans une penderie chez quelqu'un et ceux suspendus sur un portant dans une boutique. L'aura de ces derniers est différente de celle des tenues que nous portons chaque jour. Ils affichent un aspect très convenable qui demeure quand ils portent encore leurs étiquettes. C'est comme ça que je vois les choses. Dans les boutiques, les vêtements sont des produits alors qu'à la maison, il s'agit d'affaires personnelles. Les vêtements ayant encore l'étiquette du prix n'ont pas encore été accaparés par quelqu'un et n'appartiennent donc à personne. Dépassés par l'aura de nos vêtements légitimes, ils se remarquent moins. Il est donc logique que nous les négligions et que nous finissions par les oublier lorsque nous passons en revue le contenu de notre penderie. Certaines personnes craignent qu'une fois les étiquettes retirées, la valeur des vêtements chute si elles tentent de les revendre, mais c'est contradictoire. Si vous allez faire les boutiques, achetez des vêtements et ayant l'intention de bien les accueillir chez vous et d'en prendre soin. Ôtez les étiquettes tout de suite après l'achat. Pour que ces derniers opèrent la transition du statut de produit de boutique à celui d'affaires personnelles, vous devez vous plier au rituel consistant à couper le cordon ombilical qui les relie au magasin. Ne sous-estimez pas le bruit des informations écrites. Mes élèves chevronnés exigent généralement un niveau de confort encore plus élevé dans leur intérieur une fois qu'ils sont parvenus à résoudre les problèmes de surabondance d'affaires personnelles et de rangement.
À première vue, leur maison est si ordonnée que certains de mes clients ne semblent pas avoir besoin de mes services. Une cliente de ce genre, d'une trentaine d'années et vivant en compagnie de son mari et de leur fille de 6 ans, n'avait pas le moindre scrupule à jeter des choses, et lors de notre premier cours, elle s'est débarrassée de 200 livres et d'objets qui tenaient dans 32 sacs poubelles. C'était avant tout une femme d'intérieur, et elle passait son temps à prendre soin de la maison, recevant 2 fois par mois d'autres mères et leurs enfants et donnant régulièrement des cours d'art floral chez elle. Elle avait souvent des visiteurs et tenait toujours à avoir une maison rangée de façon à ne pas être gênée en cas de visite à l'improviste. Sa maison comprenait 2 chambres, une salle de séjour et une cuisine américaine. Leurs affaires tenaient parfaitement dans les placards intégrés et 2 étagères métalliques à hauteur d'homme. Les parquets étaient nus et toujours bien cirés. Ses amis se demandaient comment elle pouvait être plus ordonnée qu'elle ne l'était déjà, mais elle semblait toujours mécontente. Nous n'avons pas beaucoup de choses, mais je ne me sens pas bien. C'est comme s'il me restait un cap à franchir. Lorsque j'ai visité sa maison, c'était rangé, mais comme elle l'avait dit, quelque chose clochait. Dans ce cas, la première chose que je fais est d'ouvrir les portes de tous les espaces de rangement. Lorsque j'ai ouvert le placard principal, je suis tombée sur ce à quoi je m'attendais. Des étiquettes mentionnant des solutions de rangement géniales étaient collées sur les tiroirs en plastique. Des paquets de désodorisants d'intérieur avaient encore leur slogan « De l'air frais instantanément ». Des cartons étaient affublés des mots Orangio. Partout où je portais mon regard, je voyais des mots, encore des mots, toujours des mots. C'est précisément le cap que ma cliente cherchait à franchir. Un déluge d'informations qui se produit lorsque vous ouvrez un placard rend une pièce un peu bruyante. Ces mots polluent votre champ de vision, surtout s'ils sont dans votre langue. Et votre cerveau les considère comme des informations à trier. C'est la commotion assurée. Dans le cas de ma cliente, chaque fois qu'elle choisissait ses vêtements, elle était assaillie par ce genre de message « Orange Io » et de l'air frais instantanément, comme si quelqu'un lui marmonnait toujours quelque chose à l'oreille. Étrangement, le fait de refermer les portes du placard ne dissimule pas ces informations. Les mots se muent en parasites qui remplissent l'atmosphère. Par expérience, même s'ils semblent impeccables en surface, les espaces de rangement bruyants regorgent généralement de données inutiles. Plus la maison est nickel et plus les meubles sont peu nombreux, plus ces informations nous cassent les oreilles. Commencez donc par ôter les étiquettes de vos vêtements de rangement. Tout comme avec les étiquettes de vêtements neufs, c'est absolument essentiel. Déchirez le film plastique publicitaire de vos désodorisants et détergents par exemple. Les espaces qui ne se voient pas font tout de même partie de votre maison. En supprimant les informations visuelles superflues qui ne sont source d'aucune joie, vous parviendrez à rendre votre intérieur bien plus paisible et confortable. L'influence de cette démarche est tellement incroyable qu'il serait dommage de ne pas la mettre en œuvre. Sachez être reconnaissant de ce que vous apportent vos affaires. L'une des missions que je confie à mes clients consiste à se montrer reconnaissants vis-à-vis de leurs affaires. Par exemple, je les pousse à dire « Merci de me donner chaud toute la journée » quand ils suspendent leurs vêtements une fois de retour chez eux. Je suggère aussi aux femmes de dire « Merci de me rendre jolie » lorsqu'elles rangent leurs accessoires. Et quand elles mettent leur sac à main dans le placard, je leur conseille de dire « C'est grâce à toi que j'ai pu en faire autant aujourd'hui ». Exprimez votre reconnaissance à chaque objet vous ayant accompagné au cours de la journée. Si vous avez du mal à le faire chaque jour, exécutez ce rituel quand vous le pouvez. J'ai commencé à considérer mes affaires comme des êtres vivants lorsque j'étais lycéenne. J'avais mon propre téléphone mobile. L'écran était certes encore monochrome, mais j'adorais son format compact et sa couleur bleu clair. Je n'étais pas accro au téléphone portable, mais j'aimais tellement celui que j'avais que j'enfreignais les règles de l'école en le glissant chaque jour dans la poche de mon uniforme. Je le sortais de temps en temps pour l'admirer et je souriais intérieurement. La technologie progressait et tout le monde s'achetait des téléphones avec un écran couleur,
mais j'ai gardé mon vieux modèle le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il devienne trop rayé et usé et qu'il me faille le remplacer. Lorsque j'ai eu mon nouveau mobile, l'idée m'est venue d'envoyer un SMS à mon ancien téléphone. C'était la première fois que je changeais de téléphone et j'étais très enthousiaste. Au bout de quelques instants de réflexion, j'ai tapé simplement « Merci pour tout » et ajouté un cœur. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Mon vieux téléphone a immédiatement sonné et j'ai consulté mes messages. C'était bien entendu le SMS que je venais d'envoyer. Super, tu as reçu mon message. Je voulais simplement te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ai-je dit à mon ancien mobile. Puis je l'ai refermé. Quelques minutes plus tard, je l'ai ouvert à nouveau et j'ai découvert avec surprise que l'écran était blanc. J'avais beau appuyer sur n'importe quel bouton, l'écran ne réagissait pas. Mon téléphone, qui n'était jamais tombé en panne, avait succombé après avoir reçu mon message. Il n'a jamais plus fonctionné, comme si, après s'être rendu compte que sa mission était terminée, il avait démissionné de son poste de son propre chef. Je sais que certaines personnes ont du mal à croire les objets capables de réagir aux émotions des êtres humains, et ce n'était peut-être qu'une coïncidence. Pourtant, nous entendons souvent parler de sportifs qui prennent amoureusement soin de leur matériel, les traitant presque comme des objets sacrés. Je pense qu'ils ressentent d'instinct leur pouvoir. Si nous traitions avec le même soin que les sportifs tous les objets dont nous nous servons au quotidien, qu'il s'agisse de notre ordinateur, de notre sac à main, de nos stylos et nos crayons, nous pourrions considérablement accroître le nombre d'éléments fiables dans notre vie. Posséder quelque chose qui ne soit pas réservé à des événements ou concours spéciaux est un acte très naturel au quotidien. Même si nous n'en avons pas conscience, nos affaires font beaucoup pour nous au quotidien, jouant leur rôle respectif dans notre vie. Si nous aimons rentrer à la maison pour nous détendre après une journée de travail, nos affaires poussent un soupir de soulagement une fois de retour à leur place de prédilection dans votre logement. Avez-vous déjà pensé à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez aucun domicile fixe ? Votre vie serait pleine d'incertitudes. C'est précisément parce que nous avons un endroit où revenir le soir que nous pouvons sortir travailler, faire les boutiques ou fréquenter du monde. Il en va de même pour nos effets personnels. Eux aussi doivent être assurés de pouvoir disposer d'un endroit où revenir systématiquement. La différence est flagrante. Les objets ayant un endroit de prédilection qu'ils retrouvent chaque jour pour bénéficier d'un repos bien mérité affichent une plus grande vitalité. Une fois que mes clients ont appris à traiter leurs affaires avec respect, ils me disent toujours « Mes vêtements durent plus longtemps, mes pulls se tiennent mieux et je ne renverse plus de choses dessus. » Cela sous-entend que prendre soin de ces affaires est le meilleur moyen de les motiver à soutenir leur propriétaire, à savoir vous. Lorsque vous traitez bien vos affaires, elles vous rendent l'appareil. C'est pour cette raison que je prends le temps de me demander de temps en temps si l'espace de rangement que je leur ai réservé les rendra heureuses. Après tout, le rangement est l'art sacré de choisir une maison pour mes affaires. Eh bien, nous avons terminé le chapitre 4. Donc, ça veut dire que la prochaine vidéo sera un épisode de Combs. Voilà, donc je vais passer la semaine à me demander ce que je vais pouvoir vous sortir comme Combs. Je vous ferai un post du coup dans l'onglet communauté pour vous dire le sujet du prochain Combs et éventuellement recueillir vos témoignages pour pouvoir les mettre dedans. Voilà. Donc si vous avez des idées en particulier pour le prochain Combs, eh ben, je suis preneuse. Voilà. Sachant que le premier épisode était sur les passions, le deuxième épisode était sur les TCA et le rapport à la nourriture. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous et puis bah du coup prochaine vidéo ça sera un Combs et puis pour vous dire aussi que nous avons bientôt terminé
La magie du rangement de Marie Kondo. Je sais déjà quel livre je vais lire après. J'avais déjà essayé de lire le premier chapitre. La vidéo avait plutôt bien marché. Parce qu'en plus c'est un livre que je lis depuis toute petite. J'avais 12 ans. Voilà, donc ça fait déjà 16 ans. Ça passe vite. Voilà. Comme indice, je peux vous donner... parce que le tome 1 est dans ma voiture. Voilà, je le lis en même temps. Vous avez l'indice juste ici. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, et sinon, ici. Voilà. Ça, c'est pas le premier tome. Hein. Le premier tome est dans ma voiture, comme je vous ai dit. Et ça, c'est le deuxième tome. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. J'adore vous faire la lecture. J'ai souscrit à un abonnement à l'application Kindle, donc, qui est gérée par Amazon, qui permet de lire des livres sur mon téléphone portable. Voilà. Et en ce moment, je lis un livre en anglais sur le roi Henri VIII d'Angleterre et ses femmes. Voilà. Il a eu 6 femmes et il y en a qui ont eu des destins tragiques. Enfin voilà. C'était vraiment pas simple. C'était aux alentours du 15e, 16e siècle. Donc vous voyez le truc, c'était vers 1400, 1500. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous aime.